Bienvenue à cette troisième édition de la conférence Ecofi Investissement, actif pour le futur. On va enchaîner tout de suite avec notre deuxième table ronde. On continue avec un autre sujet passionnant. On va parler tout de suite d'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi je vais vous demander d'accueillir nos invités, Françoise Soulier, Bernard Guénier et Christophe Gessler. On va parler intelligence artificielle avec trois experts. On est ravis d'accueillir Françoise Soulier. Vous avez plus de 40 ans d'expérience en intelligence artificielle. Vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure, professeur des universités. Vous avez, prenez votre micro si vous voulez réagir. Vous êtes aussi, vous avez créé Mimetix, une start-up qui avait développé un produit d'OCR à base de réseaux de neurones. Vous avez rejoint ensuite de grandes entreprises telles qu'Atos ou Business et Décision. Enfin, votre dernière expérience comme vice-présidente innovation chez Xen, une société qui a été rachetée par SAP. Aujourd'hui, vous êtes conseiller scientifique du Hub France IA, intelligence artificielle. Bienvenue. Bernard Guénier, vous êtes président de PwC France. Vous avez fait pratiquement toute votre carrière dans ce cabinet. Alors, vous êtes passé successivement, évidemment, par Paris, mais aussi par Shanghai, par les États-Unis. Puis vous êtes revenu il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années pour développer PwC, qui a, c'est vrai, changé de dimension, cabinet d'audit. Vous êtes spécialisé sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, sur le marketing. Et puis, récemment, donc, vous avez été élu par vos pairs président de PwC France et Afrique francophone. Et vous entamez votre deuxième mandat qui court jusqu'en 2021. Enfin, on est en compagnie de Christophe Gessler. Christophe Gessler qui collabore avec Ecofi Investissement. Vous êtes ancien élève également d'école normale supérieure ULM, mathématiques et informatique. Vous avez plutôt travaillé dans des banques d'investissement, Lazare, CPR, BNP Paribas, Société Générale, avant de créer votre société Advestis en 2011. Vos centres d'intérêt à la croisée de l'investissement socialement responsable, le fameux ISR, de l'apprentissage machine et de la finance quantitative. On va voir justement comment on peut mêler intelligence artificielle et finance. Merci à nos trois panélistes. Alors prenez vos micros, ça sera plus simple, on vous entendra mieux. Tout d'abord, on va commencer par notre spécialiste. Comment on peut, Françoise Monigné, définir l'intelligence artificielle ? Voilà, comment ça s'explique pour le public qui est là ? Ça, c'est la question piège. Quand on commence ce genre de discussion, en général, on se bat très vite. D'abord, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est complètement idiot. Ça ne s'appelle pas du tout comme ça. Il y a essentiellement deux définitions. Il y a une définition qui dit, pour le faire vite, c'est de la manipulation symbolique de la connaissance, donc par exemple les systèmes experts. Et puis, il y a une deuxième définition qui dit c'est le machine learning, c'est-à-dire tout système qui est capable d'apprendre à partir de données. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est en fait du machine learning. Donc c'est un très mauvais terme. À la poubelle, le mot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faudrait employer ? D'abord, intelligence, c'est un mot qui est très fâcheux, puisque il vient en fait de l'anglais. L'intelligence, c'est plutôt l'espionnage qu'autre chose, aux États-Unis. Je dirais... Le machine learning m'allait bien. Les systèmes d'apprentissage, je crois que c'est ça, c'est la bonne chose, personnellement. Système d'apprentissage. Quand on voit, par exemple, quand on est capable aujourd'hui de parler à notre téléphone, qui nous répond, est-ce que ça veut dire que le téléphone est intelligent ? Non, il a appris. Il est complètement bête parce qu'il ne sait faire que ça. Je dirais que la capacité, si on veut vraiment faire de la philosophie, on va dire, si vous voulez, que nous sommes ici tous des gens doués d'intelligence parce que nous sommes capables de faire énormément de choses. Je suis capable aujourd'hui de parler avec vous d'intelligence artificielle. Je rentre chez moi dans une heure, peut-être. C'est pas encore sûr, mais peut-être. Et je me mets à faire une tarte tatin. C'est pas du tout la même chose. Et pourtant, je peux passer comme ça d'un sujet à un autre. Ce que tout système d'intelligence artificielle aujourd'hui est totalement incapable de faire. Donc, un système d'intelligence artificielle aujourd'hui est stupide, bête. Parce qu'il n'est pas autonome ? Il y a une question non, parce qu'il est complètement spécialisé, extrêmement pointu. Il ne sait faire que ce qu'on lui a appris à faire. Donc toutes les Terminators et toutes ces histoires-là, il faut oublier, ça n'existe pas. Il n'a aucune conscience, compréhension du monde qui l'entoure.
Par exemple, je peux faire un système, un petit robot ici qui va apprendre à faire le ménage et il va pas du tout hésiter à arriver au bord et à tomber. Parce qu'il n'a pas le modèle du monde où on tombe. Il faudrait qu'il soit programmé pour apprendre qu'il y a un bord, qu'il ne faut pas tomber. Il faudrait qu'on lui apprenne. Mais est-ce que justement, quand on parle justement de machine learning, ça ne veut pas dire que les machines seront un jour capables d'auto-apprendre si elles sont suffisamment bien programmées? Ah donc elles auto-apprennent pas puisqu'on les a programmées. Voyez-vous, un système aujourd'hui qui apprend, il apprend parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a programmé pour apprendre, qui lui a donné un algorithme pour apprendre, qui lui a donné des données sur lesquelles il pouvait apprendre. Aucun système ne va faire ça tout seul. Alors on peut dire qu'on peut programmer un système à s'améliorer progressivement en apprenant. Mais c'est toujours nous qui sommes aux commandes. Le rêve où je pars à Hawaï et le truc apprend tout seul, non. Ça ne marche pas encore, d'accord. Bernard Gagné, votre définition d'intelligence artificielle? Alors, moi, je ne vais pas me situer en scientifique, certainement pas. Je vais plutôt me situer en tant que à deux titres. Hein, en tant que patron d'une entreprise qui fait de l'audit et du conseil auprès de nos clients et qui voit émerger ce que l'on appelle buzzword. Moi, j'appelle ça un buzzword ou un mot valise qui parle de plein de choses qui n'ont rien à voir entre elles. Mais voilà, donc c'est marketing. Bon, c'est une chose. Mais ceci dit, ça fait beaucoup de choses qu'on n'était pas capable forcément de faire antérieurement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je suis aussi, non pas seulement patron d'une boîte d'audit et de conseil, mais aussi président du pôle Finance Innovation. Donc dans ce cadre-là, et je vous invite à vous référer à ce livre blanc sur l'impact de l'intelligence artificielle, de la blockchain et des nouvelles technologies dans la finance, parce que justement, ça a le mérite d'identifier un certain nombre de domaines d'innovation prioritaire et expliquer de façon assez simple et grâce à des praticiens et au-delà de la partie scientifique, d'essayer d'aider chacun de nous et ceux qui s'intéressent à l'innovation à se projeter dans ce monde-là par rapport à un certain nombre de problématiques adressables et atteignables à court terme. Donc premier point, à ces deux titres-là, il y a un peu, c'est un buzzword, c'est un mot valise. Bon, donc effectivement, l'intelligence artificielle, parfois on mélange intelligence artificielle, blockchain, toutes sortes de choses. En réalité, donc ça permet de faire beaucoup de choses. C'est en train de transformer profondément les entreprises. Alors justement, ça change le business de l'entreprise, mais comment? Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Est-ce que c'est vraiment une réalité ou est-ce que ce sont encore des modèles qui aident à la marge, finalement? Alors là, vous avez deux options. Soit vous en avez peur et vous dites, oh là là, parce qu'il y a un certain nombre de sujets autour de la machine. Donc la machine remplace l'homme. Donc nous, notre conviction, c'est que, évidemment, non. D'abord, et vous l'avez déjà dit, c'est nous qui sommes aux commandes. Donc la question c'est est-ce qu'on garde les commandes correctement et est-ce que certains d'entre nous, certains vont l'utiliser à leur profit ou est-ce qu'on va être capable de réguler et savoir ce qui se passe par rapport à la machine. Donc le point c'est de déterminer ce qu'on veut en faire. Donc soit on en a peur, soit on s'adapte. Et de toute façon, en tant que pragmatique, voit ce qui se passe dans le business aujourd'hui, si vous n'utilisez pas ces outils, quels qu'ils soient, quelle que soit la définition qu'on peut leur donner, globale ou spécifique, vous êtes en dehors du marché, en gros. Donc, ou d'autres vont vous remplacer. Donc, vous êtes obligé d'y aller. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui? Tout essaie d'y aller. Bon, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, plus elles sont grandes, plus elles y vont. Et plus on est petit, plus on est, entre guillemets, en difficulté parce que ça nécessite des connaissances, des capacités à agir, des investissements qui sont extrêmement complexes. Qu'est-ce qu'on constate si on regarde les grandes entreprises? Elles s'y mettent toutes. Est-ce qu'elles réussissent toutes? Non. Beaucoup de POC, comme on dit, hein, proof of concept, beaucoup de choses. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il y a pour moi deux choses à retenir. Il y en a beaucoup d'autres dans les études qu'on a pu montrer ou faire, et mes confrères ou d'autres l'ont fait aussi. Pour moi, il y a deux points importants. Un, la problématique de la collecte de données et des données, on va certainement en parler, est une problématique centrale. Donc comment j'agrège mes données, structurées et non structurées, on va y venir sûrement. Et puis deuxième point, au fond, la limite de tout ça, c'est la capacité des organisations et des hommes à le prendre en compte, l'accepter, qui pose, et c'est intéressant que Patrick tout à l'heure ait discuté de l'économie, mais fondamentalement la transformation
que ça implique pour les hommes qui sont concernés, les femmes qui sont concernées, ce sujet est massif. Et les rejets sont le plus souvent liés à la transformation humaine au sein de l'entreprise pour faire accepter ces outils et former les gens et transformer complètement l'expérience. Voilà. Est-ce qu'on a, pour entrer un peu plus dans le concret, des expériences, des exemples d'entreprises qui utilisent, alors que ce soit dans la finance ou dans d'autres secteurs, mais on va se concentrer sur la finance, qui utilisent aujourd'hui cette intelligence artificielle avec des cas pratiques et pour faire grandir leur business? Je vous le disais, alors, dans la finance ou dans tous les métiers, vous avez des outils qui vous permettent de faire une analyse prédictive ou, par exemple, dans tout ce qui est Airbus ou d'autres, utilisent ces outils pour faire de la maintenance prédictive, utiliser de la donnée, faire des corrélations qui n'étaient pas forcément visibles en données en masse. Vous connaissez ça mieux que moi, mais il y a plein de choses. Mais est-ce que c'est mis à l'échelle? Certainement pas. Le vrai sujet, c'est la mise à l'échelle, en tout cas de façon générale. Et en plus, j'insiste, vous parlez d'intelligence artificielle, mais là aussi, c'est plein de choses. On parle de robotisation, on parle d'intelligence artificielle, on parle de blockchain, donc attention. Donc moi, je parle en général. Je pense que tout ça, c'est parfaitement correct. Il y a une chose qui est en train de se passer, c'est un certain nombre de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle, tout simplement, fait mieux que nous. Point. Par exemple par exemple, on est en train de dire aujourd'hui que si vous voulez détecter un cancer sur une radiologie, il vaudrait mieux pour vous que ce soit un système d'IA qui va détecter le problème plus vite, plus tôt, qui va être capable d'analyser des images 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il commence à y avoir comme ça des domaines où la question ne se pose même plus. C'est-à-dire vous êtes obligé de faire de l'IA. Parce que sinon, vous faites courir des dangers graves à vos patients. La question, je crois, qui se pose, et la présentation de Patrick Artus tout à l'heure était très claire, c'est en fait l'impact que ça va avoir sur les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit le système IA reconnaît mieux les radios, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus former de personnes pour analyser des radios? Je pense que non. Donc la vraie question, c'est dans tout un tas de domaines, c'est comment on partage l'expertise entre l'être humain, qui doit absolument en conserver, puisque c'est lui qui va entraîner les systèmes, et l'IA qui va augmenter, on dit quelquefois, qui va augmenter le travailleur, qui va apporter un certain nombre de compétences supplémentaires. Toute la discussion est là. Il va y avoir un déplacement massif des emplois, une transformation massive de la façon dont on travaille, et les hommes vont avoir besoin d'apprendre ça. Les femmes, c'est pas un problème, elles sauront, mais les hommes auront de grosses difficultés. Donc ça, c'est je pense, le gros point aujourd'hui. Christophe Gessler, on vous a pas encore entendu là sur ce sujet. Non, en effet, mais disons que je rebondis sur ce que viennent de dire Françoise et Bernard. En fait, chez Advestis, alors c'est une petite société qui compte aujourd'hui une dizaine de salariés. On s'est positionné dès le début comme un pure player de l'IA en finance, sur la base d'une expérience acquise antérieurement en mathématiques, et avec l'idée que l'industrie de la gestion et l'industrie des marchés financiers en général est relativement en retard finalement pour les questions de l'adoption de l'IA, pour des raisons qui peuvent se comprendre assez facilement, parce qu'aujourd'hui, un gérant d'actifs, il est quand même responsable il doit rendre compte à ses clients de ses actions, de ses choix d'investissement. Donc, disons que certains de ces choix ne seront jamais dictés par de l'IA. C'est jamais une IA qui dira que c'est pas bien d'investir dans des entreprises qui ont un gros bilan carbone. Par exemple, ça relève de considérations qui sont tout à fait externes et importantes, qui sont plus des objectifs d'investissement que des... Voilà. On n'a pas besoin d'apprentissage automatique pour faire ça. Nous sommes spécialisés assez modestement, mais de façon très... verticale, sur l'exploitation des données. Aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, mais depuis 15-20 ans, et ça s'accélère, l'industrie de la finance est soumise à ce qu'on pourrait appeler un véritable déluge numérique. Les gérants doivent assimiler, doivent analyser une quantité de plus en plus énorme d'informations concernant les entreprises, les marchés financiers, l'évolution de l'économie. Donc ça passe par tout un tas de sources de données qui arrivent à jet continu.
Ils doivent analyser ça, si possible, de façon objective, sans biais émotionnel, sans biais de préférence. C'est très difficile. Est-ce que le cerveau humain est vraiment fait pour ça ? C'est pas sûr. Je pense que là aussi, on peut dire que, comme pour l'analyse des radiologies, il y a des tâches qu'une IA très spécialisée peut mieux faire, fera très bien, mieux qu'un cerveau humain. Tout ça, ça doit se situer à l'intérieur d'une chaîne de valeur et d'une chaîne de prise de décision qui commence par l'humain et qui se termine par l'humain. C'est-à-dire qu'en particulier, il est hors de question qu'une IA soit de type totalement boîte noire et prenne des décisions qui ne puissent pas être comprises par les gérants. Ça serait un gros problème, parce que quand ça se passe bien, tout le monde est content, mais quand ça se passe mal, et que le gérant doit expliquer à ses clients que son fonds a fait de grosses pertes, et que la seule raison opposable, c'est « Ah bah l'algo m'avait dit de faire comme ça, et donc j'ai obéi », évidemment, ça ne va pas faire beaucoup avancer le débat. J'ai une question, juste pour poursuivre, après on va creuser un peu le sujet. Juste, vous n'avez pas dit algorithme. C'est vrai que les algorithmes en finance, on les connaît depuis longtemps. Quelle est la différence entre l'utilisation d'un algorithme et l'intelligence artificielle ? Alors bon, je rejoins François sur le fait que le terme est probablement un peu dévoyé, un peu excessif. Je n'oserais pas dire que les algorithmes que nous déployons, même chez Ecofi, sont dotés d'une intelligence intrinsèque. Ça, je ne le dirais sans doute pas. Mais bon, ils font bien ce pourquoi ils sont programmés. Enfin, j'espère en tout cas. Mais oui. Moi, j'ai envie de dire encore une fois que, finalement, l'intelligence artificielle, c'est un programme informatique. On le met en production, on lui donne des données, ça donne une réponse. Donc, c'est un programme comme n'importe quoi d'autre, comme n'importe quel algorithme. Par contre, la façon dont le programme a été produit est totalement différente. Dans un algorithme, habituellement, on a un algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions qu'on va suivre les unes après les autres. Je ne suis pas à votre niveau, je comprends sur Excel la fonction si Voilà. de valeur égale résultat. Donc ça, c'est Ça, un c'est algorithme avec des étapes. Le programme qu'on utilise en intelligence artificielle, c'est pas ça du tout. Je n'ai pas un algorithme qui dit comment je vais reconnaître le visage. Pour reconnaître le visage, je vais regarder les yeux qui sont bleus, je vais regarder la taille du nez, je vais regarder la et hop, c'est lui. C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas un algorithme explicite avec toutes les étapes qui va me permettre de réaliser la tâche. On a un algorithme d'apprentissage très généraliste que je peux appliquer à plein de domaines différents qui, nourris sur des données particulières, vont donner Qui va scanner des millions de visages, par exemple, sur Internet, et qui va dire ça, c'est la fonction, c'est et il le peut visage. reconnaître, mais à la fin, le système final d'IA que je vais mettre en production, il y a effectivement un algorithme, mais qui n'est pas compréhensible comme une succession d'instructions, comme un algorithme différent. Donc encore une fois, la différence fondamentale entre l'informatique classique et l'IA, c'est l'apprentissage. J'ajouterais en plus que dans le domaine de la finance, encore, s'agissant de visage, on a une certaine stabilité des critères. C'est-à-dire que si on a appris sur une base suffisamment grande de visage, on peut se dire que les critères vont rester stables. En finance, je sais bien que ce qui fait bouger les marchés financiers et l'économie en général, ce sont des sources de risques qui arrivent en permanence. Le Brexit, dont on a parlé, Donald Trump, c'était quelque chose de totalement inconnu il y a moins de 10 ans. Donc, il est essentiel d'apprendre. On ne peut pas se contenter de modèles figés comme on avait des options, disons dans la finance d'avant 2007, des modèles stochastiques qui étaient un petit peu inspirés de la physique et qui étaient valables éternellement. Aujourd'hui, on est obligé d'apprendre à partir de sources de données qui nous apportent de l'information. Donc les systèmes doivent être auto-apprenants, c'est très important. Mais pour simplifier, c'est pas parce qu'on a toute l'histoire des cracks, des crises, minute par minute, qui va être digérée par l'algorithme, qu'on va prédire la prochaine crise finalement. Exactement. On extraira des comportements invariants sur de longues périodes. Il est hors de question, évidemment, de prédire la prochaine crise. Enfin, bon, certains essayent de le faire, mais c'est pas le propos de l'IA. Prenez le micro, sinon Peut-être. on va pas vous interrompre. Avec une puissance de calcul infinie, peut-être. Avec une puissance de calcul infinie qui réchaufferait probablement la planète beaucoup plus rapidement que... Alors François Soulier, gardez le micro justement, je voudrais en revenir sur un point que vous avez abordé. Christophe nous a parlé de déluge numérique, on part de données, on en a de plus en plus, on en collecte et on en déverse aussi volontairement sur Internet en permanence. Ces données, il faut qu'elles soient structurées. Là aussi, j'aimerais parler de qualité de la donnée, comment on la trie, comment on s'en sert. Est-ce que ces données peuvent être classées, classifiées ? On parle même de fausses données ou de données biaisées. Comment on met ça en ordre ?
Alors, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est de l'apprentissage. Il y a très peu d'algorithmes d'apprentissage. Probablement, avec mes petites mains, avec 10 doigts, ça doit suffire pour faire la liste des algorithmes qu'on utilise pratiquement tout le temps. Donc, une dizaine d'algorithmes d'apprentissage. Mais un algorithme d'apprentissage donc, qui est très générique, je vais lui faire des choses totalement différentes selon les données que je lui donne. La chose qu'on a apprise dans les 30 dernières années, c'est en gros, plus je fournis de données, et mieux ça marche. Moi, je dis souvent, si mon petit camarade là a 1000 données et que j'en ai 10 000, je gagne. S'il en a 1 million de données, il gagne. Donc, toute la question, en fait, en IA, dans l'IA actuelle, et ça, il faut que ça change, on pourra en reparler après, mais dans l'IA actuelle, tout tient sur les données. Les algorithmes, on s'en fiche, il y en a une dizaine et c'est facile. Par contre, les données que vous avez collectées, la richesse des données que vous avez collectées, le volume des données que vous avez collectées, c'est ça qui va être la règle du jeu. Donc dans ces données, autrefois, quand on faisait des statistiques, moi j'ai été éduquée à la statistique autrefois, on vous disait que le premier travail, c'était de constituer un échantillon représentatif. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, vous allez sur le web, vous aspirez le web. Il n'y a pas d'échantillon représentatif. Il y a des données qui sont là. Vous prenez tout, et plus vous en prenez, mieux ça va fonctionner. Mais bien entendu, dans ces données, il y a des gros problèmes de qualité. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont complètement pourries. Il y a des données qui ont été forcément manipulées, oui, qui peuvent avoir été manipulées. Donc toutes les attaques, ce qu'on appelle les attaques adversarielles maintenant. Il y a des problèmes, comme ça n'est pas représentatif, il y a des problèmes de biais dont vous parliez. C'est-à-dire que si j'aspire, par exemple, j'ai vécu 3 ans en Chine, dans mon CV, vous avez loupé cette étape-là. Donc 3 ans en Chine, si j'aspire toutes les photos sur WeChat, qui est l'équivalent du Facebook en Europe, en tous les cas, je vais faire un système de reconnaissance de visage qui va reconnaître magnifiquement bien, devinez quoi, les visages chinois. Mais sur les visages français, il va être nul. C'est ça le biais des données. C'est-à-dire que si vous aspirez tout, n'importe quoi et le reste, en fait, vous courez des énormes risques sur la façon dont vos données représentent le monde. Et typiquement, les données qu'on aspire, elles représentent le monde tel qu'il est, peut-être pas tel qu'on aimerait qu'il soit. On a des experts. Enfin, il y a un papier très célèbre qui dit si je fais un système de reconnaissance du sexe à partir de la photo d'un visage, je reconnais un homme blanc avec 1% d'erreur en disant que c'est un homme. Je reconnais un homme de couleur en disant que c'est un homme avec 7% d'erreur. Je reconnais une femme blanche en disant que c'est une femme avec 15% d'erreur et une femme noire avec 30% d'erreur. Pas parce que l'algorithme est mauvais, parce que les données que j'ai aspirées, elles sont comme ça. Comment ça se traduit, Christophe, en finance? Est-ce que vous avez des données qui sont supposées ou réputées fiables, normalement, en finance? Oui, en finance, effectivement, on s'appuie sur des données qui sont partagées par un très très grand nombre d'utilisateurs, comme on est habitué aux prix boursiers, aux données économiques, qui sont scrutées en permanence par un très très grand nombre de personnes. Donc ce ne sont pas trop ces données-là qui posent problème. On a des problèmes plus subtils avec une catégorie de données qui nous intéresse particulièrement, qui sont les données extra-financières, les données de notation ISR des entreprises, parce que finalement, c'est une des premières tentatives de qualifier l'interaction des entreprises avec le monde réel. Au-delà de la compta, des données de bilan qui servaient beaucoup pour le crédit, quand on commence à mesurer l'empreinte carbone, le comportement d'une entreprise avec ses salariés, l'égalité homme-femme, on commence à se rapprocher un petit peu du monde réel. Or, ces données, elles sont établies pour l'instant de façon relativement normative, c'est-à-dire que ce sont des questionnaires qui sont envoyés par des agences de notation aux entreprises qui répondent. Évidemment, elles ont tout intérêt à répondre dans le sens qui les valorise le mieux. Voilà, c'est tout à fait déclaratif. Et donc, ça fait que, par exemple, il y a un biais qui est bien connu, c'est que dans le domaine de l'ISR, il y a un biais statistique en faveur des grosses entreprises, parce que les grosses entreprises qui ont des budgets importants à consacrer à leur communication ISR, mais évidemment, vont avoir statistiquement des notes meilleures que les petites qu'on connaît moins. Est-ce que ça veut dire pour autant, est-ce que ça pose la question de la vérité de ces données ?
Je dirais que c'est une question... moi, je déplacerais plutôt le curseur sur la question de la pertinence. Est-ce qu'il est possible d'extraire du sens de ces données ? Une fois que je sais que, par exemple, BNP Paribas, au travers de ses financements carbone, a un score de carbone, disons, de 30 sur 100, qu'est-ce que ça m'apporte comme information ? Qu'est-ce que je vais en extraire comme sens pour orienter mon investissement ? Plus que la notion de la vérité de la donnée. Alors c'est vrai que la question de la vérité peut se poser aussi dans les données financières parce que on a tendance de plus en plus, il y a une tendance qui date de peut-être 4-5 ans, à utiliser des données non structurées. Ça, c'est un challenge dans lequel se sont lancées pas mal de sociétés qui voient une sorte d'Eldorado de la donnée, notamment des jeunes pousses françaises et européennes qui, par exemple, aspirent le web pour extraire tout ce qui se dit sur les forums de trading, les réseaux sociaux, les blogs, etc., sur les entreprises, pour en essayer d'extraire des notes de sentiment. Et leur business model, c'est de vendre ces notes de sentiment à des asset managers en leur disant, écoutez, si vous écoutez ce qui se dit sur l'ensemble des entreprises au travers de l'Internet multilingue, ça mobilise des compétences quand même très complexes en termes d'analyse de texte, eh bien, vous aurez un temps d'avance sur les autres investisseurs. On voit bien que, moi je suis assez dubitatif, on a fait pas mal de tests pour essayer d'évaluer le sens, la validité de ces données. C'est pas, à mon avis, c'est pas très concluant, en tout cas sur des termes d'investissement qui sont de plusieurs mois, parce qu'il s'agit de données qui sont vraisemblablement très sujettes, très bruitées, très sujettes à des biais déclaratifs, des biais de pollution volontaire. On peut imaginer qu'il y ait des chatbots qui se déclenchent pour dénigrer une entreprise, qui vont diffuser du bruit négatif sur des boîtes, et que finalement le système n'a aucune capacité à distinguer le bruit de l'information. Si on écoute ce qui se passe au Café du Commerce, mais version Internet, finalement, c'est pas tout à fait forcément mieux. Non, c'est pas la même. Bernard Guénier, sur ce sujet justement des données. Sur le sujet, moi je dirais plutôt plus globalement des enjeux de risque que ça implique. J'en vois une d'abord, c'est un outil. Partons du principe que finalement, on a des outils face à nous. Donc, le premier point, c'est il faut quand même que ça apporte une certaine sécurité pour l'utilisateur final, le client de la banque d'investissement ou autre, ou de l'investisseur ou du fonds d'investissement. Donc, à un moment donné, il faut être capable d'expliquer. Donc, cette capacité à expliquer, elle s'appuie sur... je dirais la question de l'explicabilité de l'IA. Donc dans le livre blanc du pôle Finance Innovation, on se dit est-ce que ce sujet est un... Alors on pourra être d'accord ou pas d'accord, mais certains disent on doit être capable d'expliquer l'IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on est capable d'expliquer la boîte noire ? Vous venez de nous dire d'une certaine façon non, puisque c'est de l'apprentissage et j'ai pas de logique. Ou alors je regarde les outputs des résultats que donne la machine, et sur la base d'une intention plus large, j'essaie de déterminer si j'ai effectivement mis en avant des biais ou j'ai moi-même conclu à travers des biais. Donc la question quand même sur l'aspect de la confiance qu'on donne à l'IA est un point absolument essentiel. Donc être capable d'expliquer comment ça fonctionne, comment on peut y arriver, et comment donner confiance à l'utilisateur, c'est quand même un point qui va être sensible, essentiel demain. Alors, quelles sont les méthodes pour y arriver ? Aujourd'hui, pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse claire, définitive. Certains vont avoir le parti pris de dire expliquer l'IA et les moteurs neuronaux ou le machine learning. Ben non, par construction, parce que ce n'est pas logique. Il n'y a pas de logique. Mais il faut quand même regarder s'il y a des biais qui sont induits par l'IA à cause de la qualité de la donnée ou même de la qualité même des différents algorithmes qui sont utilisés. Donc là, je vous laisse aller plus loin dans le débat. Hein. Je crois que là, il y a plusieurs points importants. Il y a le point de la confiance qui est vraiment capital. Mais l'explicabilité, moi j'ai envie de dire que l'explicabilité, c'est être capable d'expliquer vraiment pourquoi l'algorithme a pris cette décision. Un système d'IA que vous utilisez tous les jours, c'est Amazon qui vous recommande des livres. Qui vous recommande ce livre-là, vous n'avez pas besoin d'une explication. Vous vous en foutez complètement de l'explication. Donc il y a des cas où on a besoin d'explication. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a des cas où l'explication est vraiment nécessaire, c'est-à-dire
vous allez mourir du cancer. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Ouais. C'est pas pareil que Netflix qui vous dit ça va vous intéresser à 98%. Par contre, je crois que ce qui est absolument fondamental, et dans tous les cas, c'est ce que j'appelle l'auditabilité, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire, si un système d'IA provoque un gros crash, provoque un événement tout à fait nuisible qui a tué quelqu'un, il faut que je puisse auditer le système et tracer et voir comment ça s'est passé. Ce qui est très différent de l'explication. Oui, d'autant que l'IA, on en retrouve un peu partout, pardon Christophe, mais maintenant dans l'automobile, dans l'aéronautique, il y en a déjà, nos avions sont bourrés de systèmes qui peuvent, ou en tout cas qui vont être apprenants et qui vont peut-être demain piloter. Là aussi, il faut, quand on parle justement de prévenir les accidents ou des risques, il faut pouvoir tracer s'il y avait quelque chose. Alors, ou améliorer le système. Là, très précisément dans ce genre de choses, c'est des projets, c'est des sujets qu'on a commencé à travailler. En fait, c'est tout ce qu'on appelle le safety critical. Si je vous dis que un avion, les contrôleurs aériens posent un avion et peuvent garantir que le taux d'accident, c'est 1 sur 10 millions. Prenez l'avion, vous avez une chance sur 10 millions de vous cracher, pas plus. Ah bah déjà que j'avais peur. Mais c'est démontré. Si vous utilisez pour aider l'atterrissage un programme d'IA, vous n'avez aujourd'hui aucun moyen pour garantir que le taux d'erreur est bien 1 sur 10 millions. Ça n'existe pas. Donc la garantie de la performance, aujourd'hui, c'est un problème ouvert encore. Combien y a-t-il de cas où on a besoin de ça? Sûrement pas pour la recommandation d'un livre, encore une fois. Mais il y a des cas où il le faut. Ouais, alors moi, je voudrais juste apporter une petite nuance par rapport à ce que disait Françoise. Je pense quand même qu'il y a une place, notamment en finance, pour les questions d'interprétabilité, parce que la finance, par nature, est habituée à un niveau de bruit très très élevé et qu'on ne visera jamais un niveau d'infaillibilité de 10 puissance moins 6, ça n'existe pas. Et donc, on est prêt à faire un compromis sur le pouvoir prédictif. Alors, en gros, un algo, si on contraint un algorithme à un petit peu soulever le capot ou être un petit peu plus transparent, on perd de la performance prédictive, mais on peut quand même garder un niveau correct qui battra l'aléa, qui battra le système des singes qui tirent aux fléchettes, par diversification sur un échantillon d'actions suffisamment grand. Donc en d'autres termes, il est quand même possible de dire un peu ce qu'on fait, par exemple dans le fonds IA responsable que nous avons lancé avec Ecofi, qui est un des premiers de son espèce en France, c'est un fonds qui fait de la sélection d'actions européennes avec de l'IA uniquement, en regardant les notations extra-financières. Voilà. Et donc, il sélectionne les actions qui vont à la fois être les plus vertueuses et les plus performantes, avec évidemment une notion espérentielle, parce qu'on ne peut pas l'assurer avec certitude. Et c'est quand même important. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont remontés aux gérants, grâce à cette interprétabilité, en regardant que effectivement, le système a tendance à choisir des actions qui ont une bonne gouvernance plutôt que des actions qui ont une mauvaise gouvernance. Alors, on pourrait dire qu'on pouvait s'en douter à l'avance, mais c'est intéressant de voir que les choix algorithmiques confirment, des intuitions que peut avoir l'humain en les systématisant. Sur ce point, moi je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'en fait, la problématique de l'explicabilité, de l'auditabilité ou ces points qui doivent donner confiance dépend de la nature du sujet auquel on veut répondre. Si évidemment on vous parle de la criticité en matière d'aviation et de risques humains, votre niveau d'exigence va être différent. Mais si vous êtes investisseur, le niveau d'exigence sera probablement différent, mais vous en aurez aussi besoin parce que vous aurez besoin de donner confiance. Et si vous êtes dans le business de la grande consommation pour amener un client ou expliquer à un client pour les raisons pour lesquelles on lui propose un certain nombre de choses, je pense que là aussi, même si c'est moins important et moins critique, même sur le choix d'un livre, là aussi, ça aura une importance parce que, en tant que consommateur, je voulais savoir comment vous allez m'orienter en termes de choix. Combien vous êtes prêt à payer en termes de performance? Ah, voilà. Donc derrière, c'est le rapport coût-bénéfice de l'outil et de l'impact que vous voulez avoir dans votre business. Donc tout ça est une multitude de facteurs, mais la problématique de la confiance par rapport à la dutabilité et l'explicabilité est un point, je dirais, de principe sur lesquels les différents business doivent répondre, qui sont évidemment différents parce qu'il y a un rapport coût-bénéfice, évidemment.
Si on fait le bilan, justement, ça fait peu de temps que vous avez lancé Ecofi IA Responsable. Alors j'espère qu'il y a eu plus d'une chance sur 10 millions de faire de la performance, Christophe. Comment ça se compare aujourd'hui? Alors ça se compare à un indice qui est l'indice des 300 valeurs européennes. C'est un outil qui permet effectivement de sélectionner, disons, de synthétiser l'ensemble des données que reçoit le gérant, en l'occurrence l'ensemble des scores extra-financiers. Bon, on est dans un monde, c'est pas du big data au sens où Françoise l'a rencontré comme en santé, où on peut avoir des dizaines de millions de variables. On a quand même plusieurs centaines, voire milliers de variables différentes qui sont quand même concrètement très compliquées à synthétiser pour un gérant humain. Donc ce que fait l'IA, c'est d'observer sur des périodes d'apprentissage, d'essayer de trouver des biais de performance relative qui sont liés à certaines physionomies d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises, tu citais tout à l'heure le cas des algorithmes de reconnaissance des visages humains. Bon, un visage humain, c'est défini par un très grand nombre de points. Une entreprise, une compagnie, ça se caractérise quand même par un certain nombre de paramètres qui sont c'est son interaction avec le monde réel. Et de plus en plus, d'ailleurs, il faut dire qu'on s'oriente vers il y a un shift, un décalage qui se fait des notations purement déclaratives vers des mesures qui reflètent davantage le comportement réel des boîtes dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'impact investing, c'est-à-dire que plutôt que on passe à notre séquence donc conjoncture pour cette troisième édition de la conférence Actif tout pour ça, le futur d'Ecofi ces ensembles de Investissement. notes sont moulinés, sont traités. On augmente significativement le nombre de variables. Bon, ça il y a une étape intermédiaire de feature engineering, de création de variables intermédiaires qui est faite d'ailleurs par des humains, et en l'occurrence c'est notre expertise qu'on met là-dedans. C'est pas un algo qui s'en occupe. Il y a une catégorie de variables intéressantes qui rentrent dans cet algorithme, ce sont les controverses. Alors les controverses, pour faire court, ceux qui connaissent l'investissement socialement responsable savent de quoi il s'agit. Ce sont des incidents qui peuvent affecter n'importe quelle entreprise. Bon, un PDG qui se fait arrêter à sa descente d'avion, qui ensuite s'enfuit au Liban. Une entreprise, une banque qui se voit infliger une amende de plusieurs dizaines de milliards de dollars par le Trésor américain, etc., etc. Donc ce sont des faits de la vie réelle qui sont traduits par des nouvelles, par du texte, et que des analystes, dont des analystes humains, évaluent la gravité et qu'ils convertissent sous forme de notes. Donc c'est un processus de numérisation des informations du monde réel qui est assez complexe et qui, pour l'instant, n'est pas fait par des algorithmes. Ça, c'est pour ça que les agences de notation extra-financière existent. Elles emploient des gens, des humains, qui pour l'instant ne seront pas... Enfin, il n'est pas question qu'ils soient immédiatement remplacés par des algos. Je ne vois pas ça à horizon de quelques années, pour évaluer le sens, la gravité, la criticité de ce qui arrive à ces boîtes. Donc ça fait passer des faits du monde réel à un statut de données numériques qui est une note de 0 à 5 sur une échelle de gravité. Et nous consommons ces notes-là dans le processus d'intégration de données pour essayer de catégoriser les entreprises et déterminer des physionomies d'entreprises plus ou moins risquées. Voilà, c'est ça que fait ce type d'algorithme. Bernard, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que effectivement, dès lors qu'on a une définition de l'IA qui est extrêmement précise, et lorsqu'on s'adresse à vous, je pense qu'il faut aussi considérer que l'IA est un concept mot-valise dans le business ou un certain nombre d'outils. Et en fait, ce que je voulais dire là, c'est que, et je vais élargir le débat à la technologie en général, c'est que l'impact des outils technologiques qui sont en train de développer de toute nature, que ce soit IA, blockchain ou d'autres choses, robot process automation et autres, ont un impact dans tous les métiers, dans tous les business, et que ça va profondément changer, et je pense qu'on mesure assez mal aujourd'hui encore l'impact que ça aura, et je fais le lien avec Patrick tout à l'heure, sur la transformation du travail, la transformation fondamentale, non pas simplement dans l'usine ou dans l'automobile, mais partout, notamment dans les middle office, notamment dans la relation client, dans plein d'endroits, à des dimensions qui font que, en fait, la machine va libérer l'homme d'un certain nombre de tâches répétitives. Et donc, c'est ce qu'apportent ces outils, qu'ils soient logiques ou machine learning, mais qui sont de plus en plus faciles à utiliser. Et je vais vous donner un exemple qui est PwC. Nous, on est en train d'investir au niveau mondial 3 milliards de dollars sur l'upskilling.
c'est-à-dire la montée en compétence de nos équipes pour utiliser l'ensemble de ces outils qui sont de plus en plus faciles à utiliser et qui permettent, quand je dis l'ensemble de ces outils, c'est pas clair, hein, au sens où vous le définissez spécialisé. Hein. Donc ça a un impact considérable sur le nombre d'heures produites, la nature même de la pyramide de nos équipes vis-à-vis de nos clients, et nous-mêmes, nous ne savons pas exactement ce que nous serons dans 5 ans. Donc, mais nous sommes obligés de le faire. Beaucoup moins nombreux peut-être, puisque l'intelligence artificielle dans la finance prévoit moins 6 millions de... plus, et avec quelles compétences, pourquoi faire, et donc comment on va faire monter en compétences nos équipes, et à quelle vitesse, quel type de pyramide on aura. On a plutôt historiquement des métiers où vous avez le junior, le senior, et puis on monte, et vous avez des pyramides de ce type-là. Il n'est pas certain qu'elles soient comme ça dans 5 ou 10 ans. Donc ça a des impacts profonds sur l'économie et sur le travail. Alors, nous, on a la chance, et on est une entreprise qui recrute des Bac+5 en général, donc ce sont des gens qui sont adaptables, qui savent apprendre, qui savent collaborer, en tout cas de plus en plus, même si le système éducatif français parfois est un peu différent du système américain, mais bon, ça progresse. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans l'entreprise. Donc, pour ce type de cadre ou de Bac+5, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous êtes en usine et que vous avez des outils qui sont là et qui sont disponibles et qui vont être, qui vont avoir un impact sur le nombre d'emplois dans les usines ou ailleurs, ou même dans le front office ou le middle office de la banque, et on voit bien que les annonces en matière de recrutement de capacité informatique d'hommes et de femmes dans la banque aux États-Unis, ou des recrutements massifs en compétences informatiques ou quantitatives sont en train de transformer la banque aux États-Unis et évidemment aussi en Europe. Ces transformations sont massives. Donc comment on forme et on fait monter en compétences non seulement le jeune, mais aussi le moins jeune, et ça pose le problème de l'apprentissage, et pas simplement de la formation continue. Et aujourd'hui, l'apprentissage en France s'arrête à 30 ans. Hein, voilà. Donc il y a plein de sujets massifs. Sur ce sujet-là, c'est très important. Au Hub Francia, donc, nous avons des entreprises qui sont des membres et qui nous disent, par exemple, une très grande entreprise française, moi j'ai 12 000 personnes à former en IA. Ça ne veut pas dire des gens qui vont être des experts en IA. Moi, je parle beaucoup de l'éclair au café. L'éclair au café, je prends par exemple un métier qui est le chef de projet, c'est l'éclair. Et maintenant, il faut que ce soit un chef de projet en IA. Il y a besoin d'un petit glaçage au café là-dessus. Donc, il fait partie des 12 000. Donc, comment que je fais pour prendre tous les postes dans l'entreprise, parce qu'ils seront tous touchés. Les uns, parce qu'ils devront travailler avec une IA qui leur tiendra la main, peut-être, qui les aidera à porter des choses, qui les aidera à déplacer des charges trop lourdes, qui les aidera à manipuler beaucoup de radios beaucoup plus vite que ce qu'ils font aujourd'hui. Les autres, très peu, seront des experts en data science, mais moi, je sais former 50 personnes demain matin en data science, facile, en former 12 000, alors là, ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il va falloir être capable de faire une analyse très fine des profils, des besoins par profil. On va faire un atelier très bientôt avec l'automobile, où un demi-million d'emplois en France, dans lequel on va exactement faire ce travail-là. C'est-à-dire tous les différents profils, quelles sont les formations qu'on met en face et quelles sont les formations qu'on n'a pas. Et à la sortie, il y a 1,5 million de personnes à former. Eh ben, c'est pas comme un master, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, après, il y a de nouveaux outils, heureusement. Mais effectivement, ça va être un vrai sujet. Et puis, dans tous ces risques, il y a aussi des opportunités, des vraies opportunités. Et en attendant, pour faire suite, effectivement, il y avait un article comme quoi, notamment alors peut-être pas dans l'audit, mais en tout cas chez les experts comptables, ça serait 6 millions de personnes dans la prochaine décennie qui disparaîtraient. Chez l'expert comptable, c'est très simple. Vous passez plus d'écriture bientôt, hein, donc parce que c'est des transactions extrêmes. Enfin, dans la plupart des cas, c'est du flux comptable. Vous mettez la machine entre la facture électronique et la comptabilité. C'est en train de se passer. Donc, si vous voulez, c'est une transformation massive. Et c'est pareil, ouais, comptable, banque, qui existe déjà assurance. dans l'entreprise. Voilà, donc back office, middle office. C'est une évidence. Le back office, le middle office, enfin tout. Première question, monsieur. Oui, merci beaucoup. Donc, j'étais un peu surpris lorsque M. Kessler nous a dit que
il n'était pas question qu'on laisse une intelligence artificielle fonctionner sans pouvoir expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Il me semble que c'est presque le contraire de la nature intrinsèque de l'intelligence artificielle. À un moment donné, si on pense que ces intelligences artificielles font mieux que l'humain, on est condamné à accepter leurs décisions en renonçant totalement à toute explication humaine. Est-ce que je me trompe ? Ce n'est pas parce qu'un algorithme a appris à partir de données, qu'il a appris à partir de l'ensemble des données sans biais cognitif et, disons, avec une objectivité que ne pourrait pas avoir un gérant humain. Ce n'est pas pour cette raison qu'il ne peut pas expliquer ses décisions. En particulier, quand vous partez d'un ensemble vous avez 1000 variables d'entrée qui sont censées vous aider dans votre décision. C'est un phénomène que connaît bien Françoise, mais généralement, à la fin, on se rend compte que les décisions dépendent d'un très petit nombre de variables. C'est-à-dire que le fait qu'on ait soumis un grand nombre de variables à l'algorithme, c'est un acte d'agnosticité. On pourrait dire qu'on présente à l'algorithme sans idée préconçue, sans préjugés, l'ensemble des variables sur lesquelles il pourrait prendre des décisions. Et en réalité, bien souvent, à la fin, les décisions sont prises sur un petit nombre de variables. Et vous pouvez, par des analyses de sensibilité tout à fait classiques, regarder par des simulations. Si je fais bouger le niveau de risque des actions, si je le fais monter un petit peu, est-ce que ça influe sur ma décision, sur mon opinion sur les actions ? Oui, effectivement, je vois que cette variable fait changer ma décision, donc j'en conclus qu'il y a une influence positive, influence qui sera limitée, en général, à un petit nombre de variables influentes. Et il y a même des techniques aujourd'hui, puisque l'IA interprétable devient presque une discipline à part entière, ça se développe à toute vitesse, qui, par-dessus des systèmes qui sont par essence, par construction, ininterprétables comme des réseaux profonds, sont capables d'approximer les décisions, un petit peu comme si vous aviez un oracle qui est très très fort, qui prédit avec un taux d'erreur extrêmement faible. Et puis, à côté de l'oracle, vous avez l'interprète de l'oracle qui vous dit, en gros, là, il a prédit comme ça parce que, je vous donne quelques indications. Ce sont ces variables-là qui l'ont aidé à prendre ses décisions. Donc, en réalité, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir un système qui prédit bien et l'accès, quand même, pour un être humain aux éléments de décision importants. Autre question ? Oui. Juste une petite question qui me revient régulièrement chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que ça pose des problèmes de responsabilité ? Et comment est-ce que vous voyez cette articulation entre le concepteur du système, l'utilisateur, le fournisseur de données ? Et comment est-ce que tout ça peut s'articuler ? Allez-y. Vous avez tout à fait raison, c'est un gros problème. Je dirais que l'intelligence artificielle a été, dans les 20 dernières années, très peu mise en production, donc ces questions ne se sont pas posées. Maintenant, avec l'arrivée de l'IA dans les entreprises, un peu partout, les questions de ce qu'on pourrait appeler la certification, parce que c'est un peu ça votre question, les questions de la certification, c'est-à-dire comment attribuer la responsabilité d'un problème en cas de problème, donc l'auditabilité en fait partie, mais comment je fais pour attribuer entre celui qui a fabriqué le système, celui qui a choisi justement cet algorithme-là, celui qui a choisi les données. Tout ça, c'est un travail qui est en train d'être fait et il y a un travail de fond à faire sur la certification. Aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas faire passer une technique d'IA dans un système classique de certification. C'est des nouvelles procédures. Et puis vous avez évidemment des problématiques de droit, donc des problématiques juridiques de responsabilité dans un monde qui est un peu nouveau. Et le droit lui-même, évidemment RGPD, mais au-delà même de la responsabilité sur l'outil, effectivement, et ces éléments de droit aujourd'hui sont très peu définis ou en cours à peine de construction, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la voiture autonome, vous ne pouvez pas la mettre en œuvre si elle existait, parce que les systèmes de régulation et les systèmes juridiques autour de ça sont encore pas définis, d'autant que les acteurs, évidemment, qui sont co-constructeurs de ces écosystèmes, parce que ce sont des écosystèmes, ont eux-mêmes pas défini entre eux leurs propres responsabilités, et bien évidemment, tous n'ont pas forcément intérêt à prendre toute la responsabilité. Donc ces sujets de discussion sont absolument majeurs. Donc la norme, le régulateur, le droit vont
commencer à cadrer ces sujets. Mais c'est un long chemin. Il y a en fait un groupe qui est en train de se constituer au niveau gouvernemental sur exactement ces sujets-là. Patrick Beson, pour ne pas le nommer, est en charge de ça. C'est donc autre question. Résistance. Christophe, justement, on en a une. Non, j'en ai une pour Christophe. Comment vous voyez justement l'évolution de cette intelligence artificielle dans la finance? Comment ça va évoluer dans les prochaines années? Ça va se développer de plus en plus. On aura de plus en plus justement de fonds, peut-être pilotés, créés et encadrés par des IA. Je suis pas sûr que ce soit là que ça se développe le plus vite. Enfin, la finance, d'abord, c'est vaste. C'est pas seulement la gestion d'actifs. Gestion d'actifs. La banque, les moyens de paiement, l'assurance. En gestion d'actifs, je crois qu'il y a ce déluge numérique dont je parlais tout à l'heure, et puis il y a un tropisme naturel de la part des gérants, des gérants d'actifs, disons de curiosité, à vouloir agréger un nombre de données de plus en plus important. Où on parle aujourd'hui, il y a des entreprises qui vendent, donc je parlais tout à l'heure des données textuelles, l'interprétation de ce qui se dit sur le web, mais ça peut être aussi des photos satellites de parking, d'occupation de parking, qui sont, paraît-il, utilisées par des hedge funds américains pour prévoir en temps réel le chiffre d'affaires de Walmart. Il y a des gens qui exploitent les tickets de caisse, par exemple les sources massives de tickets de caisse de supermarchés, pour faire des mesures d'inflation en temps réel. Alors c'est vrai que c'est quand même plus appétissant que des données sorties dans un mode un peu old economy par un institut de statistique qui les produit une fois par mois avec 15 jours de retard. Se dire qu'on peut avoir accès à des données d'inflation en temps réel, c'est pas mal pour un gérant obligataire. Après, on pourrait imaginer des indicateurs de croissance en temps réel, pourquoi pas aussi. Donc il y a ce côté temps réel qui pousse vers une agrégation de sources de plus en plus hétérogènes de données non structurées. Il y a vraiment une industrie de la donnée qui se constitue. Je pense que c'est là que... moi, ce que je vois, c'est que c'est là que ça pousse plus vite, en fait. On voit émerger des sources de données nouvelles tous les jours. Et les gérants sont un petit peu, pour l'instant, un peu sidérés devant cette avalanche. Ils ne savent pas encore très bien l'utiliser. Certainement, ça va rattraper dans les 5-10 prochaines années. Je pense que des initiatives comme celle du fonds IA responsable seront certainement plus seules de leur espèce. Il y en aura beaucoup d'autres. On leur souhaite bonne chance. Mais je pense que les gérants vont rester quand même en place assez longtemps, parce que d'ici à ce qu'on laisse des processus totalement sans surveillance, passer eux-mêmes les ordres et choisir les variables qu'ils vont regarder, ça, j'y crois pas trop. Voilà, merci messieurs, messieurs, dames, on en sait un petit peu plus. Je vous demande d'applaudir donc nos 3 panélistes. Merci beaucoup.